Oui, Daniel. Par rapport à tout ce qui est critique scientifique, par rapport aux zones d'incertitude dans la science, comment vous faites du fait que vous n'êtes pas des spécialistes par rapport à la matière, par exemple à un sujet bien précis. Donc comment vous faites par rapport à la critique scientifique d'une nouvelle molécule médicamenteuse par exemple, ou bien d'une nouvelle théorie par exemple? Est-ce que vous vous référez? C'est l'importance d'essayer, tant que faire se peut, ce qui est toujours le temps, de toujours essayer de parler à un autre expert qui est actif dans le même champ de recherche, mais qui n'a pas participé à la publication et qui va avoir un regard extérieur. Puis des fois, c'est d'autant plus important que des fois, ça évite de faire une nouvelle avec ce qui n'en est pas. Des fois, les universités, puisqu'elles veulent qu'on parle d'elles, là, je ne parle pas d'une université au Québec nécessairement, mais des fois, elles vont faire des choix de mots, des tournures de phrases qui donnent l'impression qu'elles disent quelque chose, que la découverte est extrêmement grosse. Puis ça t'appelle le chercheur, un autre chercheur qui n'est pas là-dedans, puis qui regarde le papier, puis qui dit est-ce que je suis impressionné par ce qu'ils ont fait? Non, pas vraiment, c'est pas neuf. Tel aspect est neuf, oui, ça n'avait jamais été fait, mais tout le monde savait que ça pouvait, et ça fait rien avancer, quoi. Fait qu'il faut vraiment autant que possible toujours le faire. Toujours revenir aussi à la littérature scientifique, à la source primaire. Le communiqué de presse ne suffit pas, là. Il faut y aller lire l'article original, puis si on ne comprend pas bien, il faut quelqu'un pour nous l'expliquer, parce que faire du journalisme en se basant sur des communiqués de presse, ça ne marche pas plus en sciences qu'en politique. Mais je vous inviterai à lire, simplement par curiosité, sans vous arrêter sur le contenu. Lisez les actualités de Scientific American, par exemple. C'est presque une caricature. Il y a toujours une nouvelle recherche qui présentait sa signification. Et les deux derniers paragraphes, on cite toujours quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est pas si important que ça. » C'est presque de la caricature. C'est une recette, là. Il y a toujours, ils vont toujours chercher un autre point de vue pour essayer de nuancer les premiers paragraphes. Et bon, moi, ça me fait ce qui est rendu que ça me fait sourire parce que je sens la recette. Mais c'est vrai que je pense qu'en sciences aussi, des fois, ça vaut la peine d'aller chercher l'opposition, si je puis dire, au sens politique du terme, c'est voir qu'est-ce que d'autres équipes en disent. C'est un procédé douteux, par exemple, ce qui décrit là, parce que, en tout cas, personnellement, je pense que s'il faut, dans les derniers paragraphes, que tu nuances ce que tu écris en premier, parce que ce que tu écris en premier n'était pas vrai, change-le. C'est ça, moi j'aime pas ça. Effectivement, moi, ça me fatigue un peu la Scientific American, mais c'est vraiment cette idée de dire, ouais, bon, on va quand même laisser une marge de doute ouverte. Vous savez, la science, surtout en vulgarisation, en fait, Philippe de Reclos avait écrit jadis un livre qui s'appelle Le partage du savoir, et moi j'ai toujours dit, finalement, on ne partage pas beaucoup de savoir en science, parce que les gens n'ont pas nécessairement les bases pour comprendre. Moi, ce que j'aimerais qu'on réussisse à partager, c'est le doute, c'est l'ignorance. Ce qui est le fun de la science, c'est qu'on pose des questions, qu'on remet en question tout. Et si on était capable d'amener les gens et toutes les démagogues de ce monde à remettre systématiquement en question leurs idées préconçues, on ferait une bonne job. T'sais. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'être capable de remettre en question les choses que de transmettre des savoirs. Ma minute éditoriale. Je conclurai là-dessus. Je pense qu'on a eu un petit débat tantôt sur l'importance de la spécialisation, la spécialité versus la polyvalence. On ne s'était pas compris dans les termes, mais je pense que tu l'exprimais bien. Un journaliste spécialisé va être moins pris dans ces pièges-là qu'un journaliste qui ne l'est pas. Donc, avec l'expérience, moi, je ne vous cacherai pas que quand j'ai un doute dans un article, quelque chose pas sûr, j'ai compris, je me retourne vers Rogel et je suis toujours à peu près certaine d'avoir une explication qui va me guider, en tout cas, dans la compréhension. J'ai confiance en sa connaissance. Je ne dirais pas ça de n'importe qui non plus. Il y en a qui sont en devenir. Donc, c'est important aussi quand tu confies un reportage à un journaliste, il faut que tu t'assures qu'il maîtrise bien cette discipline. Peut-être pour dans le même sens que votre question, peut-être qu'André va m'en vouloir, mais comment vous avez publié le premier article sur la méthode Zamboni? À l'époque, on était la même compagnie que CDI.
Alors, c'est un papier qu'on a fait en collaboration avec la télé. Et essentiellement, on prenait des tours. Là. Des fois, on était le lead. D'autres fois, c'était Steve. Dans ce papier-là, c'était un truc qui a été fait pour la télé et nous, on a fait un sommaire pour le journal. Et le problème avec ce papier-là, c'est qu'il manquait de nuances, il manquait l'opposition. La télé, ouais. On a des nuances. Mais le problème, c'était pas qu'on n'avait pas essayé, c'est que les scientifiques ont refusé de parler. Personne ne voulait condamner Zamboni. Il disait un peu... Méfiez-vous, mais... À côté, ben, je sais pas, j'ai mes doutes. Mais OK, t'as dit, oh non, don't quote me. Alors, personne, et d'autres gens qui disaient, des gens qui n'aimaient vraiment pas la méthode, disaient, je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas lui donner de la crédibilité. Alors, on a souvent ce problème-là avec les scientifiques qui veulent juste qu'on parle de leur papier. Par contre, découverte, vous avez fait quelque chose de très critique et remarquable sur le méthode Zamboni. Nous, on a fait quelque chose de très critique, ce qui nous a valu un tollé de réponses de tous ceux qui étaient pro-Zamboni nous ont écrit. Tous les gens sous plan de soins et aux emplois au Québec vous ont regardé. On attendait plus de découvertes. En fait, on attendait que découvertes nous disent oui pour que le gouvernement change. C'est ça qu'on attendait. Et on n'a pas joué ce rôle-là, pas du tout. On a vraiment fait le... Très bon travail. Je pense qu'on a fait... Je pense que c'est Claude Dastou et France Desordi qui ont fait ça. Je pense qu'ils ont signé un très bon reportage. Mais je vais vous dire... Dastou a pris le temps, on s'en est parlé récemment justement quand on a mis le blog en place. Je disais combien de lettres on a eu, de courriels on a eu sur ce sujet-là. Je disais une cinquantaine, il dit c'est plus une centaine. Et donc il y a une centaine de téléspectateurs qui ont pris la peine de nous écrire, de manifester. Il y en a un qui a écrit pour dire à quel point on avait fait un bon travail, il y en a 99 qui ont écrit pour nous dire à quel point c'était épouvantable parce qu'à cause que Découverte avait fait ce reportage-là. Il perdait tout espoir. Il perdait à peu près tout espoir. Et Dastou a pris la peine de refaire dans une lettre de 6 pages son exposé le pourquoi sur les faits scientifiques. La science, voilà ce que la science dit et tout ça. Et là, vraiment, là-dessus, il a fait vraiment un boulot de journaliste exceptionnel. Avec les patients, c'est fréquent. Ouais. Nous, le problème dans l'écrit, c'est qu'on a fait un papier très positif, un papier très négatif, un positif. C'était vraiment confus, la couverture. Parce qu'il y a tout le problème de témoignage. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage d'arriver 2 mois après tout le monde. Avec la médecine, les patients qui attendent des thérapies miracles, quand on déçoit leurs espoirs en leur disant ce qu'il en est vraiment d'un point de vue scientifique, on va recevoir des Qu'elles sont hyperbares. C'est exactement ça. Claude Dastou a aussi été mis à l'enfer, parce que sur les questions hyperbares aussi, il a fait un article très très critique, un reportage très critique, et là aussi, il y a eu des plaintes de l'ombudsman, des lettres de protestation. Pour les enfants qui étaient atteints de... C'est ça. C'est ça, On soignait et on voyait des grands projets quand on leur donnait un traitement hyperbare, et donc il y avait tout un lobby pour que le gouvernement reconnaisse le traitement hyperbare, sauf que ça ne donne rien. Ça donne rien ici. Moi, j'aurais 2 questions pour nos panélistes. À part André, tout le monde à cette table semble avoir des problèmes et ou d'argent et ou de ressources humaines. C'est vrai qu'en ce moment, on le sait, les médias ont un problème de modèle d'affaires dans la mesure où les dépenses augmentent avec la fuite en avant des nouvelles technologies et les revenus ne suivent pas. Parallèlement, donc on a ce contexte-là d'une part, et d'autre part, comme vous venez de dire, les journalistes scientifiques ont bien de la misère à faire entendre leur opinion dans un océan de propagande en tout genre qui est Internet. Les associations de patients ont un nombre de sites internet et de forums de discussion où ils vont discuter 300 personnes de la lettre à envoyer à Découverte, mais il va y avoir plein de monde en arrière de ça qui va continuer à être persuadé que la méthode Zamboni était tout à fait justifiée et que c'est scandaleux de produire une émission comme ça. Donc comment vous pensez comme journaliste scientifique qu'on peut à la fois faire face à cette fuite en avant du modèle d'affaires qui ne marche plus, puis à arriver à tenir notre bout dans cet océan
d'insignifiance qui est l'Internet et les nouvelles technologies, Twitter et autres. Il s'écrit beaucoup de bêtises. Je vous invite à lire au passage mon blog demain matin sur une magnifique chronique qui est parue la semaine dernière dans le Journal de Montréal sur le fait que le changement climatique est une invention. Oui. Et Madame Eldradi Lévy, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, a des preuves. Donc je vous invite à aller les voir. C'est très intéressant. Je suis pas une chercheuse qui travaille sur l'existence, c'est une économiste. Oui. Ça mérite, c'est pas une journaliste. Non, c'est ça. Mais elle a beaucoup de supporters et de pouvoir. Donc, moi, je dirais la question, comme vous avez demandé, il y a un problème fondamental avec le public. Le public ne veut plus payer pour de la qualité. Alors, ils veulent de la marde, on va donner de la marde. Mais c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui on en est là? Les gens veulent de la marde, donnons-leur de la marde, ou est-ce qu'il y a une solution ou quelque chose à envisager? Oui, la solution, c'est que oui, il y a des gens qui vont payer pour la qualité et on s'en va vers ça. Que les journaux vont devenir plus petits, mais plus spécialisés, plus d'analyse. Les gens ont besoin d'aide dans cette mer de l'Internet. Toutes sortes de trucs. Ils cherchent les guides. Et ça, c'est pour moi le futur du journalisme. C'est un peu les guides. On va faire les petits hits à chaque heure sur l'Internet. Ça va continuer. Les coupes de découverte n'ont jamais été aussi fortes qu'elles sont depuis quelques années. Historiquement, même dans les belles années de Fernand Séguin, ça n'a jamais été fort comme c'est depuis 2 ans. Sauf que si le nombre de rediffusions augmente, les gens vont à un moment finir par... Peut-être. On reçoit beaucoup, particulièrement la semaine dernière, je reçois du courriel, plusieurs par semaine. Plusieurs par semaine, 10, 20 personnes, non, j'exagère, 10 personnes qui nous écrivent par semaine pour nous dire encore des rediffusions, parce que chaque émission comporte une reprise. Il est évident. Mais nous, on a fait dans le cadre de ces 2 émissions-là, on a fait le choix de la qualité. Les budgets n'augmentent pas. Ça fait 20 ans, ça fera 20 ans au 1er juin que je suis à découverte. Les budgets n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Mais le coût a augmenté. Ça nous coûte beaucoup plus cher à produire. On a fait le choix de la qualité. On y arrive, je pense qu'on y arrive très humblement. Je pense qu'on y arrive encore. Le message de la direction de l'information est clair aussi. Ce qu'on veut préserver, on ne sait pas exactement l'ampleur du tsunami qui nous frappera, mais ce qu'on veut préserver, c'est la qualité du contenu, parce que ça, c'est la marque Radio-Canada. Donc, mais est-ce que les reportages seront aussi beaux à regarder? Ils peuvent être tout aussi intelligents. Je pense que la rigueur peut passer dans la façon dont on dit les choses, dans le contenu, dans la qualité de l'information qu'on amène et de la façon dont on la traite. Est-ce qu'ils seront aussi beaux? On s'est fait un devoir, nous, depuis 24 ans, de faire une émission qui soit aussi agréable à la télévision. Chaque année, j'assiste à un congrès spécialisé pour les producteurs d'émissions scientifiques et je me citerai John Lynch qui disait « We're not here to teach, we're here to entertain ». On n'est pas ici pour enseigner, on est ici pour divertir. La télévision, ce n'est pas. Si vous voulez apprendre, c'est à l'université qu'on vient. Si vous voulez vous divertir intelligemment, vous pouvez regarder la télévision. C'est ça notre mandat. Alors, mais c'est aussi quelque chose qui est agréable à regarder. Quand tu compétitionnes le Super Bowl, hier, nous, à 18h30, c'est le poté d'envoi. Alors, c'est dur pour découvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre un gros morceau. Contrairement à ce qu'on faisait avant, où on mettait une petite reprise, on s'effondrait si on mettait une reprise. Mais si on met un gros morceau, on commence par Sidney Crosby, là, on est solide à côté du Super Bowl. L'année passée, j'ai ouvert avec un reportage sur, je diverge un peu, excusez-moi, mais je vais finir mon idée quand même. J'ai ouvert un reportage sur la magie du cerveau avec le magicien, comment ça s'appelle? On a battu le sujet. Donc, quand on fait des sujets qui sont grands, qui sont intéressants, qui sont bien ficelés, ça marche bien. Donc, il y a encore un public. Mais il y a encore un public, mais il faut qu'on soit capable avec les moyens qu'on a. Moi, j'ai peur parce que je suis celle qui, depuis que j'étais à la barre de cette émission-là, je suis à la barre de cette émission-là depuis 15 ans. Avec Pierre, on était d'accord. Je suis celle qui a guidé pour qu'on maintienne la qualité. Puis souvent, je me fais dire, c'est un petit peu trop. Non, c'est pas trop. C'est bon, c'est wow, les gens aiment ça. Mais c'est ça qui va être un peu ébranlé. À mon avis, c'est pas le contenu. C'est pas l'intelligence du propos qui va être ébranlée. C'est la facture.